Oui, il est à côté de ce mondial Qatar 2022. C'est dans coulisses du Qatar. Et on démarre avec une triste nouvelle. Un troisième journaliste meurt au Qatar. Triste nouvelle donc pour le monde de la presse qui est secoué, oui, par la mort. En effet, bien avant les décès déclarés de l'Américain Grant Wall et du Qatari Khalid Al-Mislam, un autre homme des médias dont le décès n'avait pas été officialisé vient d'être annoncé. Il s'agit de Roger Pierce, âgé de 65 ans. Il était mort peu avant le début du match États-Unis-Pays de Galles, c'est-à-dire le 21 novembre dernier. Angleterre, Gareth Southgate est en pleine réflexion quant à poursuivre son aventure ou non à la tête de la sélection anglaise de football. C'est ce que rapporte The Sun et le Daily Telegraph. Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino sont les deux grands favoris si le départ de Southgate est acté, même si la plupart des Anglais souhaitent un entraîneur local. Luis Enrique ne voit aucune équipe demi-finaliste supérieure à l'Espagne. Invité du streamer espagnol Ibai sur Twitch, lundi dernier, Luis Enrique a abordé de nombreux sujets relatifs à la Coupe du Monde et à la fin de son aventure à la tête de la Rora. Selon le technicien espagnol, aucune équipe qualifiée pour les demi-finales du Mondial Qatar 2022 n'est supérieure à celle de son pays. Quand je regarde les demi-finalistes, je ne vois personne meilleur que nous, a-t-il lâché. 13 000 billets distribués aux supporters marocains. Le Maroc tient absolument à gagner la bataille de la mobilisation. En effet, selon RMC Sport, ce sont au total 13 000 billets qui ont été distribués gratuitement aux supporters marocains pour aller encourager leur équipe face à la France en demi-finale demain. Regragui garde sa sérénité. Walid Regragui était ce mardi en conférence d'avant-match. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas garde sa sérénité malgré un adversaire de taille en face, c'est-à-dire le champion du monde en titre. Écoutons-le ici au micro de beIN Sport France. On avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire, avec beaucoup d'ambition, pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Maroc-France, on connaît l'arbitre. La FIFA a publié le nom de l'arbitre qui officiera la deuxième demi-finale de ce mondial entre la France et le Maroc. Il s'agit du Mexicain César Ramos, un arbitre qui, du côté des Lions de l'Atlas, qui leur porte chance. Attendons de voir. Le jackpot pour l'équipe de France. On en sait un peu plus sur les primes que percevront les joueurs de l'équipe de France lors de ce mondial 2022. S'ils arrivent au bout, chacun repartira avec la somme de 262 millions de francs CFA. Au pire des cas, cette prime sera de 155 millions de francs CFA pour chaque joueur. À noter que Karim Benzema et Hernandez toucheront les mêmes montants. Le message de Paul Pogba aux Bleus. Après Karim Benzema, c'est au tour de Paul Labile Pogba d'envoyer un message d'encouragement à ses coéquipiers. C'était au cours d'un appel en visio de quelques secondes à Kingsley Coman. Ensemble, je suis avec vous. Je vous donne toute ma force à ce groupe-là. Ça, c'est mon groupe, ça, c'est mes gars. Ça. Et voilà, on a fait le tour du coulisses du Qatar. Allez, quelques informations qu'on a pu donner assez rapidement. Derrière Héraclide, je sais que vous voulez revenir sur l'info de la France et de la prime. Allez, juste pour vous chahuter. C'est bien de penser à Hernandez et à Karim Benzema, n'est-ce pas? Ils étaient sur la liste, ils se sont blessés durant la compétition. C'est tout à fait normal qu'ils touchent leur prime. Regragui, Martial Gourou, toujours serein? Oui, tout à fait. Quand on a battu la Belgique, quand on a sorti l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, je crois qu'il n'y a plus de raison de douter. Je pense que c'est tout à fait normal. Il est arrivé au stade des demi-finales et je crois qu'il faut y croire. Pourquoi pas la finale et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? C'est possible.
Allez, un tour du... Luis Enrique. Luis Enrique, Voilà, ok. Il est très mauvais perdant, le sélectionneur de l'équipe de l'Espagne. L'Espagne a été très nulle dans cette compétition. Il a totalement tort. Oui, bon, il a tort de dire que toutes les équipes là en demi-finale ne sont pas supérieures à l'équipe de l'Espagne, mais c'est tout à fait faux. Le Maroc, le Brésil, la Croatie, l'Argentine, j'irai même plus loin, Japon, Brésil, toutes ces équipes-là ont été supérieures à l'équipe de l'Espagne. Donc il est mauvais perdant. Il faut tirer les leçons de cette campagne qui a été très mauvaise côté espagnol. Ils ont un style de jeu qui commence à être un peu dépassé, avec un tiki-taka historique, mais qui malheureusement n'est plus porté par des joueurs de génie. Il n'y a plus de Xavi, il n'y a plus d'Iniesta, il n'y a plus de Fabregas, il n'y a plus de David Villa. On comprend que l'Espagne a été en souffrance. Et donc, il a totalement tort de dire que toutes ces équipes en demi-finale sont inférieures à son équipe. C'est faux. Il est mauvais perdant, Luis Enrique. Je rejoins Roger pour dire que l'entraîneur espagnol ne va pas réinventer le football. Au football, l'objectif, c'est de gagner. Si son équipe était supérieure, elle serait en demi-finale et pourquoi pas aller en finale. S'il est sorti, c'est parce que son équipe est inférieure à ceux qui ont gagné. Donc je pense qu'il faut savoir perdre et accepter pour revenir une prochaine fois. D'accord. Et ici, en fait, il s'est mis la pression tout seul. Vous savez, quand vous partez à une telle compétition, que vous décidez de partir avec certains joueurs qui, pour moi, n'ont pas l'expérience de ces gens de compétition, parce que carrément, il est parti avec... que des jeunes. Que des jeunes et pas de cadre. Bon, Busquets, c'est un cadre, mais c'est pas suffisant. C'est pas un cadre. C'est pas un cadre, c'est pas quelqu'un qui est capable de parler, de diriger, de booster un groupe. Donc, quand vous partez avec ces jeunes adhérés, il faut assumer. Et c'est ce que nous avons compris. C'est vrai, l'Espagne joue très bien, hein, mais vous savez, quand on arrive en Coupe du Monde, on a besoin, il y a des matchs dans lesquels on a besoin de cadres, Ils ont fait un seul bon match, c'était contre le Costa Rica, je crois. Non, contre l'Allemagne, ils ont fait un bon match. Et puis après, ils ont gagné 6-1, un de leurs matchs. Voilà. Mais tout le reste, Donc derrière, ils ont été très mauvais. il s'est mis la pression tout seul, avec sa sélection déjà qui était critiquée. Et après, tout le monde l'attendait au tournoi. C'est ça. Et bien malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Et je reste convaincu que Roger Stéphane ne comprend pas encore pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi et comment Busquets a raté son pénalty. On en parlera là-dessus. Allez, sur la mobilisation... Il n'est pas le seul. Sur la mobilisation du Maroc, 13 000 billets distribués gratuitement par les Marocains par rapport à la demi-finale de demain. Oui, bon, après, le Sénégal a fait un petit peu la même chose durant la CAN. C'est qu'ils ont, à un certain moment de la compétition, ils ont essayé d'affréter quelques avions pour ramener encore des gens. Malheureusement, ça ne s'était pas forcément très bien passé. Mais voilà, c'est normal parce que plus il y a de mobilisation, plus il y a de supporters et plus le soutien et les joueurs ont besoin de ça à arriver à ce genre à ce niveau-là de la compétition. Et s'agissant du Maroc, la représentation diplomatique marocaine au Qatar a dit qu'il y a entre 35 000 et 40 000 supporters marocains qui étaient déjà présents pendant ce mondial-là. Donc on attend de voir en tout cas la suite. On va passer à présent à notre rubrique suivante, le fait du jour. Le penalty est incontestablement l'une des actions les plus spectaculaires du football en raison de sa charge émotionnelle vu son caractère souvent décisif. Ce sont des spécialistes du genre qui sont désignés pour les tirer tout simplement. Pourtant, le constat dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 est que le penalty est confié généralement à la star de l'équipe. Qu'est-ce qui explique ce choix? Nous vous proposons cette vidéo préparée par la rédaction et on reviendra ici en plateau pour en parler tout simplement et sans oublier qu'on ouvrira le téléphone. Pour exécuter une séance de tir au but peut se révéler décisif. Encore plus lors des matchs coopérés en Coupe du Monde où la pression rend l'exercice particulièrement périlleux. L'ordre des tireurs revêt une importance particulière. C'est de ce postulat qu'est partie vendredi dernier la Seleção. L'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde et les pleurs de Neymar, 5e tireur privé de sa tentative, ont mis en lumière un débat vieux comme les tirs au but. Certaines nations de football choisissent de commencer une séance de tir au but par leur meilleur élément, quand d'autres décident de mettre en 5e position leur star. Alors, question, quelle est la bonne place pour le meilleur tireur de l'équipe ? Et
Et voilà, vous avez une autre question. LJT, la star de l'équipe, doit-elle tirer les pénaltys? Ici en plateau, préparez-vous, ardoise, oui ou non. Vous allez nous répondre. Et puis derrière, chez vous à la maison, utilisez tout simplement votre téléphone pour nous écrire, nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Madi, le bienfaiteur Guira, a écrit ceci: pas forcément. Dans chaque équipe, il y a des meilleurs tireurs, donc c'est le meilleur qui doit tirer le penalty. C'est son avis, et derrière, vous pouvez toujours nous écrire, plus 225 27 21 59 93 99. Ici en plateau, ardoise. Non pour Martial, oui pour Héraclide, oui pour Roger, j'ai un non pour Henri-Joël Bois. Héraclide. Alors, les pénaltys sont décidés par le sélectionneur. Lors du meeting d'avant-match, le sélectionneur détermine, voilà, toi ou toi, tu fais les pénaltys. Généralement, on donne le penalty aux stars, à ceux qui ont le pied sûr et à ceux qui, au niveau de concentration, au niveau mental, sont capables de les tirer. Pour les tirs au but, c'est complètement différent, puisqu'on en a parlé là sur la vidéo. Pour les tirs au but, c'est les joueurs qui veulent y aller, qui ne veut pas y aller. Et ensuite, chacun dit, moi je vais y aller en premier, moi je vais aller en dernier. Par exemple, pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, généralement, en dernier, on avait Sérédier, qui, la plupart du temps, ne les tirait jamais. Donc vraiment, la différence, c'est que le pénalty est décidé à la base par le sélectionneur et non pas par la star elle-même, entre guillemets. Tout simplement. Vous allez argumenter, Martial Gourou, dans pas longtemps. On va prendre l'appel de Monsieur Kouabenon Kosonou. Bonsoir, Monsieur Kosonou. Bonsoir, Chibé. Vous nous appelez de Koumassi? Koumassi 05. D'accord, Koumassi 05. Bien de choses à toute la population de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur... Henri-Jo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kosonou. Oui. Allez-y, c'est à vous de jouer. Oui, non, c'est simple, hein. Si la star de l'équipe était spécialiste de penalty, il n'y a pas de problème. Quand je prends mon équipe, la Mimosa, Laurent Poupou était la star, mais il n'était pas spécialiste de penalty. Le spécialiste de penalty, c'était Kadiou Djili Edouard. Ça c'est en quelle année déjà? Dans les années 70 jusqu'à... de 68 jusqu'à 73, 74. Le spécialiste de penalty à l'Afrique, c'était Kadiou Djili Edouard qui n'a jamais raté de penalty. Même pas une fois? Vous dites? Même pas une fois, il a toujours marqué... Même pas une fois, non, il n'a jamais raté. Kadiou Djili Edouard, en compétition officielle, Djili Edouard, le spécialiste de penalty. L'Africain en sait quelque chose. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Mais Christian prend le deuxième exemple. Assez rapidement. L'équipe nationale du Cameroun. La star, c'était Roger Mila, mais le spécialiste de penalty, c'était Kouz Emmanuel ou bien Stéphane Tatao. D'accord, donc on a compris... Des défenseurs, même M. Kosonou. On a bien compris. Même M. Kosonou. Ablai Traoré, il tirait bien les pénaltys, non? À la SEC. Miezan Pascal, à l'Africa Sport, il tirait bien les pénaltys, non? C'était les stars de leur équipe, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Que si la star de l'équipe sait tirer les pénaltys, si les spécialistes des pénaltys, il n'y a pas de problème. Mais ça, il a mentionné au tout début. S'il n'est pas spécialiste, s'il n'est pas spécialiste des pénaltys, c'est pas le qui tire. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kouabenon Kosonou. On a bien noté votre point de vue. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci pour l'appel et n'hésitez pas à nous appeler demain pour le sujet qui sera sur la table. Oui, Martial Go. Je pense que le penalty est un exercice technique. Et logiquement, à l'entraînement, les joueurs font un exercice. Et donc, je pense qu'il y a une hiérarchie. Logiquement, dans chaque club, dans chaque équipe, on prend selon les meilleurs et c'est eux qu'on choisit. Maintenant, l'entraîneur, à partir de là, sait qui sont les meilleurs tireurs. Mais ça peut exister aussi que dans une équipe, selon la tension, la psychologie du moment, les joueurs eux-mêmes se désignent parce que quelqu'un peut trembler. En étant un meilleur tireur, mais il pense que c'est quelque chose d'important, il peut ne pas avoir le courage d'y aller. Donc, ils se choisissent. On dit quels sont ceux qui sont prêts. Et puis, ils se choisissent. Donc, je pense que normalement, on ne doit pas donner les pénaltys, mais les tirs au but à une star de l'équipe. Mais très souvent, pour ce qu'on voit, c'est parce que les stars de l'équipe, très souvent, sont les buteurs. Et comme dans les compétitions, il y a une concurrence au niveau des buts. Et comme vous l'avez vu pour Messi, qui est en concurrence, aujourd'hui, il a rejoint Mbappé. Donc, je crois que pour lui donner les chances d'être meilleur buteur, on lui donne
l'occasion lorsqu'il y a un penalty. D'accord, merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, Stéphane Bonny écrit tout simplement « pas forcément ». Benito Oba écrit pareil, hein, pas forcément aussi. Roger Stéphane. Oui, j'ai dit que, mais quand même... Vous avez répondu oui. Oui, j'ai répondu oui, parce que le contraire est rare. Voir la star et le meilleur joueur de l'équipe ne pas tirer les pénaltys, c'est un fait très très rare. Le pénalty ou le tir au but sont des exercices assez particuliers. C'est un face-à-face entre un tireur et un gardien de but. Donc généralement, ils vont, les garçons qui ont de la technique, qui ont de la personnalité et qui sont très souvent, je dis très souvent, ce n'est pas dans tous les cas, très souvent les meilleurs joueurs ou les stars de l'équipe. Je dis c'est le leader, un peu leader naturel, leader technique. Il rassure, il met en confiance, il conduit la troupe. Imaginez par exemple le meilleur soldat d'une armée n'est pas allé pour la dernière étape de la guerre. Les autres soldats seront un peu démobilisés. Donc oui, c'est lui qui inspire confiance, qui donne le ton. C'est pour ça que généralement on les voit, soit ils tirent au début, soit ils tirent à la fin. Parce que ce sont les deux positions stratégiques quand il s'agit donc des tirs au but. Donc oui, moi à mon avis, oui, les stars doivent tirer les pénaltys. Aboulaye Traoré tirer les pénaltys à la SEC Mimosas. Miezan Pascal tirer les pénaltys à l'Africa Sport d'Abidjan. Platini, Zinedine Zidane tirer les pénaltys avec l'équipe de France. Lionel Messi le fait avec l'équipe de l'Argentine. Pelé l'a fait à son époque, etc., etc. Les deux géants du football mondial aujourd'hui, que sont Messi et Ronaldo, le font avec les sélections. Donc oui, c'est un exercice pour lequel, très souvent, il est intéressant d'avoir la star, car c'est le meilleur joueur qui impulse le mouvement et qui donne le ton à l'équipe entière. Allez, j'en veux à tous ces fans qui surnomment Cristiano Ronaldo Penaldo. Allez. on peut comprendre leur douleur en ce moment. Moi, je ne pense pas que ça soit la star de l'équipe qui tire les pénalités. Parce que la question elle est là, est-ce que la star de l'équipe doit-elle? Est-ce que c'est une obligation? Parce que c'est... Voilà, je ne pense pas. Aujourd'hui, Héraclide a parlé de désignation de l'entraîneur par rapport au choix du tireur. Mais cela se fait après l'exercice, comme Martial l'a signifié. C'est après les exercices qu'on regarde celui qui est capable de tirer les pénaltys, qui est désigné par l'entraîneur. Par exemple, à Chelsea, Jorginho n'est pas la star de l'équipe, mais c'est lui, parce qu'on sait que dans une telle situation, c'est lui qui est capable de transformer ce coup de pied-là en but pour permettre à l'équipe de gagner. Donc, moi, je pense que c'est celui qui est à même de réussir, qui a un bon taux de réussite, qui est désigné comme tireur de pénalty dans une équipe. Pas forcément la star. Maintenant, ce qui a peut-être changé les choses ces dernières années, c'est la concurrence au titre de meilleur buteur ou... Finalement, ces stars-là aussi commencent à se mettre à l'exercice et deviennent des bons tireurs. Et finalement, bon, on les voit. Allez, monsieur Paul Valéry nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Paul Valéry. Oui, bonsoir, JB. Merci de nous rejoindre sur la 3. Oh, merci. Voilà. Oui. La star de l'équipe doit-elle tirer les pénaltys? Oui, la star de l'équipe doit-elle tirer les pénaltys? Je pense que ça dépend de certaines dispositions. Lesquelles? Voilà, bon, peut-être que la star elle-même se fasse d'abord confiance. Ok. Parce qu'on peut être la star de l'équipe et puis, concernant certaines situations de jeu, ne pas être en confiance. Surtout les tirs au but, les pénaltys ou les tirs au but. Donc, ça peut dépendre. Maintenant, comme le disait tout à l'heure Henri Jo, il y a ce qu'on appelle la course au titre de meilleur joueur ou de meilleur buteur. Donc, ça peut forcément amener la star de l'équipe à s'amener dans les tirs au but. Sinon, moi, je pense que le fait d'être la star de l'équipe n'est pas forcément... C'est pas synonyme de tireur exclusif de tir au but. Voilà. C'est pas un facteur vraiment qui est... Déterminant. Bon, voilà, déterminant. Ok. Maintenant, au niveau de l'équipe, tout le monde peut tirer. Parce que n'oubliez pas qu'il d'accord. Il y a le facteur psychologique qui est l'élément très important. Avant de se lancer dans un match, regardez tout à l'heure, Argentine contre Croatie. Croatie, oui. Où le pénalty que Léo transforme, si psychologiquement
mentalement, il n'est pas fort. C'est pas évident. Il le manque. Voilà, pour ce genre de situation. Regardez un peu le Brésil. On a bien compris. Monsieur Paul, on va essayer de prendre d'autres avis. On a clairement, mais vraiment, mais bien compris votre point de vue, vous savez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que... bon, on reste à voir. D'accord, merci beaucoup. Allez, Héraclide, derrière, on assiste souvent à des incidents entre coéquipiers sur le terrain avant l'exécution d'un penalty. Dans l'autre sens aussi, on a souvent, on voit la passe. J'ai un penalty, Griezmann, on le donne à Kylian, Kylian qui le donne à Griezmann. Dans ce cas-là, pourquoi souvent il y a des bruits? Parce qu'il y a beaucoup d'ego aussi dedans. On le voit au PSG avec Neymar et Kylian en début de saison. C'est je tire mieux que toi, tu tires mieux que moi, tu tires pas mieux que moi. C'est très concentré sur l'ego. Après, on a la hiérarchie. Et quand bien même il y a la hiérarchie, le joueur a envie de marquer le plus de buts possible. En tout cas, un buteur, c'est son travail, c'est de marquer le maximum de buts, peu importe comment il les marque. Donc forcément, lui, il a envie de tirer tous les ballons. Après, il y a des affinités entre joueurs comme Griezmann et Kylian, parce que Griezmann, il fait les passes D à Kylian. C'est normal que Kylian, au bout d'un moment, lui donne un petit peu, lui rende l'appareil. Mais ça, c'est des situations totalement normales. On va poursuivre dans pas longtemps avec la perf du jour pour voir Croatie-Argentine, ce qui s'est passé concrètement. Mais le score, il faut le savoir, c'est 3-0 en faveur de l'Argentine de Léo Messi. Derrière, penchons-nous un tout petit peu sur un cas concernant le mondial Qatar 2022. 6 tirs manqués sur 19 en termes de pénalty. Comment vous pouvez nous expliquer, chers consultants, ce taux d'échec? Oui. Bon, c'est assez clair. Hein. Le penalty a toujours ce petit côté, l'aspect psychologique. Il faut avoir un caractère. Bon, je pense que, quelle que soit la qualité du joueur, il peut rater un penalty. Parce que souvent, c'est un choix. On choisit un côté. Si le gardien va dans le même sens, il va arrêter ton penalty. Ou bien, à force de vouloir trop bien faire, placer le ballon dans l'angle, on peut le mettre en hauteur. Donc, je crois que c'est l'exercice. C'est vrai, c'est technique, c'est pas un hasard. Mais bon, ça dépend de l'attitude du moment et de comment tu vois la perception. Donc, c'est normal. Moi, je pense que c'est des choses, c'est pas forcément à 100% qu'on les réussit. En tout cas, gros big up à Harry Kane qui a manqué un pénalty. Allez, non, on va écouter plutôt Henri Joël. Alors aujourd'hui, si on a des spécialistes au niveau des pénaltys, c'est qu'au niveau des gardiens aussi, on a des gardiens spécialistes pour arrêter ces pénaltys-là. On l'a vu avec Lloris, par exemple. Comme les gens le disaient, il est rentré carrément dans la tête d'Harry Kane parce qu'ils se connaissent tellement les deux. Ils jouent en club, ils s'entraînent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Donc, après un premier penalty, derrière, la question s'est posée, pourquoi ne pas choisir peut-être un autre pour tirer? Parce que là, c'est ce que Martial expliquait, l'envie de bien placer le ballon, parce que vous l'avez vu, l'envie de bien placer le ballon hors de portée de son gardien en club, de son coéquipier, a fait que, bon, voilà, derrière, c'est passé au-dessus. Maintenant, quand on revient au niveau des pénaltys qui ont été arrêtés, comme vous voyez, vous savez, il y a des gardiens qui ont cette réputation d'arrêter les pénaltys. Donc, quand vous êtes en face d'un tel gardien, derrière, vous vous posez 1001 questions. Où est-ce que je place? On voit même, permettez-moi, Henri Joël, des entraîneurs qui effectuent des remplacements. Bien sûr, juste pour la séance de tir. On a vu Kepa, Mendy, Gabaski récemment au niveau de la CAN. C'est-à-dire, quand il vient et que vous avez cette réputation-là du gardien en ce qui concerne cette séance, vous vous dites, ah ben voilà, vous vous posez 1001 questions et finalement, souvent, vous mettez le ballon à côté. En tout cas, Mané face à Gabaski, échec, victoire. Bailly face à Gabaski. Bailly, Gabaski, tellement de cas. Monsieur Sankara, permettez-moi de prendre un appel. Monsieur Sankara nous appelle de Kounfao. Bonsoir, Monsieur Sankara. Oui, bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va, Kounfao? Très, très bien. D'accord, ça fait plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Ouais. La question LGT, oui? Oui, en fait, d'abord, j'aimerais saluer tous les invités de la Grande Team. Et aussi dire aussi que, en fait, concernant les tirs au but, je pense que c'est les plus courageux et les plus confiants qui doivent tirer. Ok.
Parce que, bon, quand on prend l'exemple de l'équipe de notre équipe nationale, de la Côte d'Ivoire, les éléphants, et que je regarde le tir au but, bon, je vois que souvent, un grand joueur comme Gervinho, bon, quand il s'agit des tirs au but, bon, on ne le sent pas trop confiant. Voilà. Après, ce sont les séquelles de 2012. Oui, en fait, le penalty manqué. Voilà, ce qui veut dire que souvent, il y a des joueurs, tu vois qu'ils tremblent. Donc, quand on les donne, pour ceux qui vont, ils vont rater. Voilà, donc ils préfèrent s'éloigner carrément. Voilà, donc moi, entre eux-mêmes, je sais qu'ils se communiquent entre eux. Et souvent, c'est le plus courageux qu'on donne. Qu'on emmène au front. D'accord, c'est bien voilà, noté. Ça. Merci beaucoup, M. Sankara. Ok, merci beaucoup. Bien de choses du côté de Kounfao surtout. Merci beaucoup. Merci. Allez, Héraclide. Non, je voulais juste rajouter que les pénaltys, c'est vraiment une science. On avait vu à la CAN ce gardien qui notait un petit peu vers où quel joueur tirait. C'est Gabaskil, voilà, l'entraîneur, le gardien égyptien. C'est une bouteille, là. Sur une bouteille, juste sur son poteau. Et en fait, c'est vraiment une science. C'est 60% ça rentre, 30% c'est arrêté, 10% c'est ailleurs. Il n'y a pas de... ça rentre ou ça rentre pas. Donc au final, c'est soit tu mets des joueurs qui ont la conscience et qui savent garder leur sang-froid. Si tu choisis des joueurs qui ne sont pas très aptes et habiles et bien dans la tête pour les tirer, ça ne rentrera jamais. Ok, d'accord. Mais juste derrière, petite précision, on parle aussi des pénaltys pendant le mondial. Le match. Non, pas forcément le mondial, mais pendant le match, pas les tirs au but forcément. D'accord, voilà. Mais derrière... Mais sur le taux d'échec... Les gardiens, Roger, vous allez poursuivre, mais les gardiens, Henri Jo l'a touché un tout petit peu, ça compte aussi le niveau de ces gardiens-là. Oui, évidemment, ça peut expliquer aussi c'est l'une des raisons du taux d'échec. Parce que les éléments, il y a peut-être un peu d'excitation, il peut y avoir un manque de concentration, il peut y avoir une très forte pression, et puis la qualité du gardien des buts qui est en face. Bonou, il fait peur à tout le monde, le gardien marocain en ce moment. Donc il y a ça. Et j'ai constaté que dans cette Coupe du Monde, quelques grands joueurs des grosses équipes ont manqué le pénalty ou le tir au but. Busquets a manqué le tir au but pour l'Espagne, Marquinhos a manqué le tir au but pour le Brésil, Van Dijk a manqué le tir au but pour la Hollande, et Harry Kane a manqué un pénalty pour l'équipe de l'Angleterre. C'est un fait, c'est des grands joueurs, de grands bonhommes dans leur équipe respective, ils ont échoué. Mais en même temps, ce n'est pas un fait nouveau. Parce que quand vous allez fouiller l'histoire, je me rappelle qu'en 1986, en quart de finale France-Brésil, Michel Platini, qui était le meilleur joueur de la France à l'époque, a loupé son tir au but. Et Zico, le pelé blanc, qui était le meilleur joueur brésilien de l'époque, a loupé son tir au but en quart de finale. À la finale de 1994, Italie-Brésil, Franco Baresi, le défenseur italien, Milan AC, la squadra, a loupé son tir au but. Et Roberto Baggio, la star de l'époque également italienne, a loupé son tir au but. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Ça arrive que régulièrement, dans une telle compétition, les grands joueurs soient pris à l'exercice des tirs au but. Et c'est un peu ça qu'on a vécu dans cette campagne-là. C'est un peu dommage, mais en même temps, ça reste, mais pour toujours, un exercice extrêmement difficile, extrêmement compliqué, pour lequel il faut avoir de l'adresse, un mental, du courage et beaucoup de choses avant d'aller prendre le pénalty. Qualification mondiale 2006, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et tout... c'est ça 2006 2006 c'est ma mémoire est bonne. C'est la CAN. C'était la CAN. La CAN, Côte d'Ivoire. Eto'o manque son pénalty. Côte d'Ivoire, Cameroun, en quart de finale. Et nous sommes allés jusqu'à 11 tireurs. 11 tireurs aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il avait marqué le premier. Et c'est son deuxième passage qui a manqué. Oui. Non, en fait, Roger vient de dire quelque chose. C'est pourquoi il n'aurait pas dû soutenir qu'il faut les stars. Mais c'est les exceptions. Oui, mais c'est les exceptions. C'est vraiment plus l'exception. Tu as cité une palette de grands joueurs qui ont raté des pénaltys. Mais c'est les exceptions parce que l'histoire aussi nous rappelle que beaucoup de grands monuments, de stars, de grands joueurs de l'équipe ont envoyé leur équipe très très loin. On le voit aussi très souvent. D'accord, et voilà ce qu'on pouvait dire sur notre question LGT qui est la suivante, que je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. La star de l'équipe doit-elle tirer les pénaltys? Ça se poursuit également la discussion sur la page Facebook de la 3. On va débriefer maintenant la première demi-finale Croatie-Argentine dans notre rubrique La perf du jour.
Le premier finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022 est connu ce soir au stade Lusail. La bataille a été farouche, oui, permettez-moi de le dire, entre l'Argentine et la Croatie. Au coup de sifflet final de l'arbitre italien Daniel Orsato de cette demi-finale, c'est l'Argentine qui passe haut la main sur le score de 3-0. L'Argentine de Léo Messi. C'était ce soir, vous l'avez vécu, on était ici, Henri Joël, par rapport à la première partie de l'émission. Martial, c'était quoi votre sentiment personnel au regard de ce match-là, globalement? Je pense que l'Argentine est quand même l'une des favorites de cette compétition. Donc là, ce soir, elle vient de le confirmer. La Croatie a pensé qu'en privant Lionel Messi des ballons et en fermant les espaces, et qu'elle pouvait avoir le dessus. Malheureusement, lorsque la Croatie a pris le premier but, il fallait refaire son retard. Elle a ouvert les espaces, elle s'est préoccupée de Lionel Messi. Donc, naturellement, l'Argentine s'est baladée. Tout simplement. Oui. Allez, vous avez pu suivre en intégralité cette belle rencontre, Héraclide. Où la Croatie a pêché? Je pense que là, c'était juste une question de mental et de se focaliser uniquement sur un seul joueur. Et on l'a vu durant toute la compétition où on se focalise un petit peu, comme on disait tout à l'heure avec les pénaltys, sur la star à bloquer et on ne s'occupe pas du reste. Et là, malheureusement, ils n'ont pas réussi à se concentrer sur la totalité de leur jeu. Allez, Roger, oui. Mais là où je ne suis pas d'accord, sur ce match, quand même, c'est vrai, on n'a pas pu régaler la deuxième période. Mais je pense que le penalty, le premier but, là, pour moi, il n'y avait pas de penalty. Pour moi, il n'y avait pas de penalty. Et je pense que ça change beaucoup dans ce match. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, on a la vidéo pour se faire une idée nette des différentes occasions. Mais malheureusement, dans ce mondial-là, j'ai l'impression qu'on choisit certains pays pour visionner. Parce qu'il y a eu le Portugal-Ghana, où le pénalty de Ronaldo, pour moi, on devait aller visionner, ça n'a pas été fait. Derrière, ça a été accordé, Ronaldo a marqué le but. Et là encore, dans ce match, je pense qu'il y avait matière à aller visionner sur cette action-là. Mais bon... Je ne suis pas vraiment... Non, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est vrai que ce n'est pas la question. Mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est son point de vue. Voilà, c'est son point de vue, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il n'y avait pas de pénalty. Et c'est ce qui change carrément le coup normal de... D'accord, parce que après, oui, Roger, vous allez poursuivre. Quand l'attaquant argentin réussit à toucher le ballon, à faire passer le ballon au-dessus du gardien... Sauf que le gardien, il est resté là, il est resté dans sa position. Derrière, vous allez me laisser terminer, s'il vous plaît. C'est l'attaquant qui cherche le contact. D'accord. S'il n'est pas là, le gardien, mais l'attaquant, il marque. Où il devait être. Ok, d'accord, merci beaucoup. C'est son point de vue, je le respecte. Et puis d'ailleurs, sur toutes les compétitions au monde, il y a toujours le débat sur l'arbitrage. Donc ça ne finira pas. Il y en a beaucoup sur le terrain, il y en a en cabine. Ils ont décidé, je respecte leur choix. Mais en 30 minutes, on a vu un très beau match. Deux équipes bien en place, chacune avec contrôle de balle, belle sortie de balle, gros travail, grosse bataille au milieu du terrain. Et puis c'est à partir de légère domination de l'équipe de la Croatie qui avait le ballon. Et puis à partir de la 30e minute, 33e minute, le jeu change un peu. Il y a ce penalty de Messi à la 33e minute. 38e minute, il y a cette action solitaire du jeune Alvarez qui amène le deuxième but. De Manchester City. Et puis à la 68e minute, il y a ce coup d'éclat, ce coup de génie de Lionel Messi qui offre pas décisif à Alvarez. Voilà le film du match. Une équipe croate qui a bien commencé le jeu, mais qui après le penalty a complètement sombré. Sur les attaques, les Argentins intelligemment derrière ont joué sur des contre-attaques. Et quand on a des génies comme Messi, quand on a Alvarez, quand on a De Paul, oui, ils ont réussi à battre cette équipe de la Croatie qui, sur la fin, était quasiment impuissante. Elle n'avait plus les armes pour aller chercher l'équipe de l'Argentine. Mais tout ça, c'était un travail qui a été fait après la demi-heure de jeu. Parce qu'en cet instant, le match était très équilibré. Mais après le penalty, il y avait une équipe sur le terrain, c'était l'équipe de l'Argentine. De l'Argentine, d'accord. Eh bien, on va poursuivre. Dans pas longtemps, on va parler de l'opposition France-Maroc. Mais derrière, Héraclide, avec vous, et pour finir sur la perf du jour, est-ce que la fraîcheur physique n'a pas manqué du côté de la Croatie? Surtout qu'on a parlé de la moyenne d'âge de cette équipe. Et de prolongation. Oui, largement. Ils étaient, depuis les huitièmes quarts,
on arrive en demi, on est épuisé. Enfin, déjà, je pense que c'est la plus vieille équipe de la compétition. Et en plus, et c'est ce qui va un petit peu peut-être se passer avec le Maroc, c'est de faire des prolongations très très longues. Et physiquement, au bout d'un moment, ça pêche. Sur la première période. D'accord, on va voir. Malheureusement, Roger, on ne pourra pas... On ne parlera pas de Messi. C'est qu'il a fait aujourd'hui. On reviendra là-dessus, sur Léo. Il se rapproche. J'ai un peu mal parce qu'il a fait... Vous avez déjà refait le film du match et voilà. Et vous avez parlé de l'éclat de Léo. Là, on l'a très bien noté. Allez, on va attaquer sans plus tarder le programme. Le Maroc a l'occasion d'entrer davantage dans l'histoire de la Coupe du Monde s'il bat tout simplement la France lors de la deuxième demi-finale prévue ce mercredi 14 décembre 2022 à 19h. L'Afrique rêve d'un exploit de son dernier représentant en lice au Qatar pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. Allez, on distribue 13 000 billets au Maroc. Martial, on y va après l'émission? Ouais, j'espère. Parce Allez, que le Maroc est soutenu par l'Afrique. Comment entrevoyez-vous cette demi-finale entre les Lions de l'Atlas et les Bleus? Moi, je pense que ça va se jouer sur des détails. Parce que l'équipe du Maroc a ses forces, a ses faiblesses. Au niveau de ses forces, je pense qu'elle a des bons pistons. Elle a des joueurs de couloir qui sont très bons en attaque. Et puis, bon, là, au niveau de sa faiblesse, je pense que l'équipe joue un peu bloc bas, mais pas très collé à sa défense. Il y a au moins 10 mètres. Donc, si l'équipe de la France comprend cela, elle va envoyer des balles en profondeur et naturellement, ça va prendre à défaut la défense marocaine. Mais je crois que cette équipe-là a son mot à dire. Parce qu'elle a démontré par A plus B qu'il y avait du temps, il y avait vraiment de la volonté, il y avait de l'envie, il y avait de la solidarité. Et donc, logiquement, je crois que le Maroc va se battre jusqu'au bout de ses forces. Allez, le public ivoirien que nous avons pu interroger sur le sujet donne son avis dans cette vidéo. Le Maroc, par rapport à la France, le Maroc a de fortes chances de gagner vu son parcours depuis les matchs des poules, les qualifications et aujourd'hui ils sont en demi-finale. Je pense qu'ils ont de fortes chances de gagner la France qui est aujourd'hui champion du monde en titre. Voilà, la France aussi, bon, elle a quand même un bon jeu avec des bons joueurs. Avec Mbappé et autres là. Voilà. Mais je pense que le Maroc a de fortes chances de gagner la France. Selon moi, je pense que le Maroc peut gagner parce qu'actuellement, le Maroc, ils avancent sûrement et avec détermination. En plus, depuis là, en tout cas, le Maroc joue très très bien. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient gagner le Portugal, mais ils sont arrivés. Donc, je supporte le Maroc et je suis pour le Maroc. Le Maroc va battre la France. Pourquoi je le dis? Parce que je crois aux Marocains. Je crois en l'Afrique et j'ai foi que le Maroc va battre la France parce qu'ils sont motivés et ils ont tout le soutien de l'Afrique. J'ai confiance au Maroc. Je sais qu'ils peuvent gagner. C'est la seule équipe africaine qui s'est débattue jusqu'à là pour être à la demi-finale. Donc je sais qu'ils peuvent gagner. J'ai confiance en eux et ils ont tous nos soutiens. J'encourage en tout cas les Marocains à pouvoir gagner ce match car je pense qu'ils peuvent gagner. C'est le seul pays africain qui a pu se débattre jusqu'à là. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Et puis, en tout cas, beaucoup de courage. On prie pour qu'ils puissent aller jusqu'à la fin. Je pense bien que le Maroc peut gagner la France parce que durant tous les jeux, on a constaté qu'ils ont gagné l'Espagne, ils ont gagné le Portugal. Donc du coup, on pense bien qu'ils ont le niveau de battre la France. Ils ont une bonne défense et au niveau des attaquants, les côtés, nous constatons qu'ils ont une contre-attaque qui est très offensive. Donc on peut vaincre la France. Donc du coup, le Maroc est bien parti pour gagner la France jusqu'à aller en finale. Si possible, pour jouer aussi avec peut-être l'Argentine. Je pense que le Maroc va battre la France. Parce que depuis le début de la compétition, quand on regarde le parcours du Maroc, ils ont fait un bon parcours. Ils ont battu le Canada, l'Espagne et même le Portugal. Actuellement, c'est le seul pays africain qui est qualifié pour la demi-finale dans l'histoire du football. Donc, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Voilà. Ils vont forcément essayer d'arriver en finale pour marquer encore plus l'histoire. Argentine-Maroc,
ou Argentine-France, ça reste à déterminer en tout cas. C'est dans, j'ai envie de dire, un peu moins de 24 heures. Héraclide, la défense de fer du Maroc pourra-t-elle tenir devant l'armada offensive des Bleus, selon vous? Ça dépend de leur récupération parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait des huitièmes et des quarts très longues. Physiquement, on voyait qu'à la fin, c'était compliqué. Le dernier match, les 30 dernières minutes, c'était pas facile pour eux. Et surtout que là, on a quand même une équipe du Maroc qui vit psychologiquement quelque chose d'énorme. Et ça peut pêcher parce que justement, il y en a même qui ont déjà eu des propositions de gros clubs. Donc cette pression, cette envie de bien faire, et puis on a des propositions, on a la possibilité de faire plus après la Coupe du Monde, fait que même si on est bien, même si on est dans de bonnes conditions, même si techniquement on a un meilleur jeu que l'équipe de France, mais le reste... Moi, j'ai bien peur que l'équipe du Maroc va pêcher plus psychologiquement que techniquement et tactiquement. D'accord. Alors, Henri Jo, on a vu Southgate mettre en place un plan anti-Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'avec Walker, on a vu le face-à-face, est-ce que vous pensez que Regragui, derrière, on doit mettre en place un plan anti-Kylian? Déjà, même dans ce match France-Angleterre, je ne pense même pas qu'il y a eu un plan anti-Mbappé. Hein. On a laissé chacun jouer son... Vous croyez? Oui, bien sûr. On a laissé chacun jouer à ça. Je n'ai pas le même sentiment. Hein. Non, bon, ce couloir était bouclé. Non, mais franchement, en fait, c'est normal qu'aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, dans le football moderne, vous savez, les ailiers sont appelés à défendre. Donc, c'est ce que le joueur qui était sur le côté de Mbappé venait prêter main forte à Walker. Mais je ne pense pas qu'il y a eu un plan... Ok, d'accord, allez-y, mais allez-y, tout de même. Ça a existé oui, tout de même, continuez. Oui, ça a existé au niveau des autres ailiers. Okay. Ça a été le même schéma. Et je pense qu'il ne faudrait même pas, focaliser tout le jeu sur Mbappé. Vous savez, il y a d'autres joueurs. La dernière fois, dans ce match face à la France, d'abord, c'est Tchouaméni qui Aurélien, oui. Voilà, et... personne ne le voyait le faire. Donc voilà, il ne faut pas focaliser les efforts sur un seul joueur. Okay. Il faut jouer comme ils ont joué depuis le début. Okay. Et, du côté du Maroc, il faudrait qu'on puisse récupérer les joueurs blessés. Parce qu'on a parlé de la charnière centrale. Ouais. Agueb et Saïs, qui sans doute pourront pas jouer ce... Hakimi n'est pas sûr non plus. Oui, voilà, c'est pas sûr d'avoir tous ces joueurs-là. Donc ça va être déterminant dans ce match face à la France. Bon, allez, au-delà de récupérer les blessés, que doit faire la France, Roger, pour aller en finale? Non, de toute façon, la France... pardon, le Maroc. Le Maroc, c'est jouer comme il a joué depuis le début de la compétition. Jouer comme depuis le début de la compétition, avec beaucoup de solidarité, une belle organisation défensive, jouer des contres rapides et puis s'appuyer sur la technique individuelle de certains garçons qui jusque-là ont été magnifiques. Le travail de récupération de Amrabat dans le milieu de terrain, le travail de Bouffal sur les ailes, le travail de Ziyech sur les ailes, et puis le jeune buteur qui a mis ce super but face à l'équipe du Portugal, associé à ça, toute la solidarité de l'équipe où on est dans les compartiments de jeu, par bloc, par groupe, à défendre, à courir sur tous les ballons, jouer vraiment à 200% face à l'équipe de France. Je pense que sur ce match-là, les Portugais vont peut-être laisser le ballon français, être dans le repli défensif, dans l'organisation, je pense, c'est bon. Les Portugais les Marocains. Les Marocains vont laisser le ballon aux Français. Ils vont mettre en place l'organisation défensive mise en place depuis le début de la compétition et jouer leur compte. Maintenant, deux choses. Est-ce qu'ils vont avoir la fraîcheur physique pour tenir pendant 90 minutes, parce que le jeu français va très vite, Dembélé va vite, Mbappé va vite, Griezmann sait aller vite. Est-ce qu'ils ont cette fraîcheur physique? Autre élément, où se situe en ce moment la confiance de l'équipe marocaine. Si les Marocains gardent leur confiance et qu'ils se disent il y a vraiment un coup à jouer dans cette demi-finale pour aller à une finale de Coupe du Monde, alors là, on aura une superbe équipe du Maroc face à l'équipe de la France. Et en plus de ça, il va falloir qu'ils tiennent aussi tous les gradins, parce qu'en plus d'avoir les Marocains, il y a le Moyen-Orient. Les supporters français vont être en minorité. Et là, il faut vraiment tenir une pression avec un stade qui crie. D'accord. Allez, ça va pas être évident. Le duel à distance, Bonou-Loris, Martial, comment vous le voyez? Bon, je pense que Bonou, il a quand même confirmé durant le meilleur. Dans ce mondial qu'il est pratiquement le meilleur. Donc, je pense qu'il va quand même continuer d'apporter à cette équipe marocaine. Et puis, bon, du côté français, Yoris, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai, ce n'est pas l'assurance tout risque, mais je crois qu'avec l'aide de sa défense, mais là, il y a où
Mécano et Rabiot qui sont incertains parce qu'ils n'ont pas participé à l'entraînement de mise en place ce soir. On dit que c'est pour les préserver. Bon, on attend de voir. Le plan anti-Kylian Mbappé. Quand on a Hakimi, on a un super plan anti-Kylian Mbappé. Latéral, ils se connaissent bien. C'est l'un des meilleurs à son poste. Je pense que ce garçon seul est capable d'aller chercher Kylian Mbappé. En tout cas, on a vu Hakimi aller saluer Kylian. Ils sont très potes, mais là, demain ça ne va pas rigoler. Allez, on est parti pour notre plus calé.